Cara. Et donc j'avais dit au chef de village, dont je vous ai montré la photo au tout départ, que je trouvais pas ça très bien que ce monsieur de cet âge-là épouse cette jeune fille et que quand même elle pouvait trouver des jeunes gens de son âge et que ce serait beaucoup mieux pour elle. Et le chef, c'est inénarrable, je ne peux pas l'inventer, m'a répondu « Ah oui, oui, mais vous croyez qu'il est vieux, mais son pantalon est jeune ». Alors j'ai trouvé ça très drôle, mais par contre ce qui était moins drôle, c'est que la jeune fille, comme on pouvait s'en douter, avait été en butte aux brimades des coépouses beaucoup plus âgées et qu'après, eh ben, elle est devenue folle et on l'a trouvée errer dans le village et on a eu beaucoup de mal à la soigner ensuite. C'est une anecdote, mais les anecdotes de ce genre très dures, j'en ai vécu tout le temps, pendant la Révolution. Ça faisait partie de la vie de tous les jours des ethnologues. Voilà. Donc là, mon ami Dono a réussi à me mettre sur son nouveau cheval et au marché, ce qui fait qu'on a dû faire spectacle, à mon avis. Alors là, c'est mon ami Maya Maya, ami depuis 1982. C'était le frère de Placide, dont je vous ai montré une photo tout à l'heure, qui m'accompagnait un peu partout. Et il était aussi un de mes informateurs, et puis aussi, anecdote très amusante, parce que c'était aussi... Je vous ai dit que j'avais fait les 400 coups avec Eugénie, sa cousine. Eh bien, un jour, Eugénie n'arrêtait pas de me parler de la Côte d'Ivoire, comme si elle connaissait la Côte d'Ivoire, et elle m'a fait croire qu'elle connaissait la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'énormément de Bissa faisaient la navette chaque année pour aller gagner de l'argent en Côte d'Ivoire pendant la saison sèche. Et ça permettait de ramener beaucoup d'argent au village. Et c'est une tradition qui existait depuis les années 1930. Et Maya Maya, évidemment, en faisait partie. Maya Maya, par contre, lui, ne savait pas lire et écrire, mais il se connaissait vraiment Abidjan. Donc un jour, je ne sais pas comment ça s'est passé, je vous dis beaucoup de choses sont passées pendant ces années-là et je n'ai pas forcément suivi tout. En tout cas, je me suis retrouvée à partir avec Eugénie et avec Maya Maya. Maya Maya poursuivie par les forces de l'ordre qui étaient arrivées à 5 à la cour du chef pour l'emprisonner parce que, soi-disant, il avait fait de la chimie noire pour détourner des bœufs de Béguédo. Bref, et on avait rendez-vous pour partir à Abidjan. Et le chef m'a dit, vous inquiétez pas, partez, il vous rejoindra à la gare routière de Ouagadougou. Effectivement, on s'est retrouvés à la gare routière avec lui. On est parti dans un périple qui a duré plus de 48 heures, où j'ai découvert, en étant en bus seule, évidemment blanche, au milieu de tous ces Burkinabés, comment les Ivoiriens traitaient les Burkinabés aux frontières, comment ils les dépouillaient, et j'ai aussi intervenu au cours de tout ce voyage, au point que quand on est arrivé à Abidjan, le douanier qui venait, enfin, ou c'était un policier, je ne sais pas, qui montait dans le bus, où tout le monde commençait à avoir un peu la trouille, prenait les cartes d'identité des Bissa et aussi des Mossi qui étaient là. Et quand il est tombé sur moi, il n'y croyait tellement pas que j'ai dit oui, oui, je viens. Et d'ailleurs, je suis journaliste, j'ai rendez-vous à l'Hôtel Ivoire. Du coup, il a rendu toutes les cartes et il est parti. Bon, ça arrive, c'est la vie, c'est comme ça. Mais enfin, en fait, ma chère amie Eugénie ne connaissait pas du tout Abidjan. Donc ça a été assez amusant. Je suis arrivée là-bas à Abidjan. J'ai vu ce que c'était qu'un bidonville pour la première fois de ma vie. J'ai vu les relations très dures, mais bon, après, je vous raconterai des histoires plus professionnelles où on restructure complètement les bidonvilles et des bidonvilles bien pires que cela. Et c'est très intéressant de voir les changements qui s'y opèrent, des changements très positifs. Donc là, c'était en 83, si je ne me trompe pas, 83 ou 84. Là, donc j'étais déjà chef de mission de cette ONG, AICF, Action internationale contre la faim. Et nous avions reçu ce jeune homme dont j'oublie le nom, mais ça doit être marqué derrière. C'était un centralien qui venait nous aider pendant un mois et puis prendre un peu l'atmosphère du Burkina. Et c'était vraiment quelqu'un de très ouvert et très intéressant. Et c'était très intéressant pour moi de l'emmener un peu partout. Et il faisait partie de Paris-Dakar, PADAC, pas d'accord, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Enfin, il se passait des choses en France, comme toujours d'ailleurs. Donc là, on est dans un bar à Garango. On passait beaucoup de temps quand même dans les bars, étant donné que nos maisons n'étaient pas tellement adéquates pour recevoir. Ensuite, voilà à nouveau Wosi, le lac sacré des Bissa. J'ai pas mal de photos de ce genre. Le trou des crocodiles était un endroit très puissant, donc si vous arriviez à descendre et à prendre des brindilles et les ramener, ça vous donnait beaucoup de force. Alors voilà l'Anakambé, le fleuve de la Volta Blanche dont j'ai parlé.
qui était donc très riche, puisque ce qui s'est passé, c'est que, petite leçon de géographie en 2 minutes, il y avait une maladie qui s'est déclenchée dans les années 50, le long des grandes vallées. Il y a une maladie endémique dans tous les pays de cette bande sahélienne qui va du Sénégal jusqu'au Tchad, qui concerne une douzaine ou une quinzaine de pays, et qui est causée par une mouche qu'on appelle la simuli, qui vit sous les feuilles des forêts-galeries. Et quand elle pique les gens, s'ils sont piqués un minimum de 100 fois, c'est pas comme le paludisme où une seule piqûre suffit, s'ils sont piqués un minimum de 100 fois, ils peuvent être atteints de cette maladie. Et la région Bissa était pleine de gens devenus aveugles, puisque c'est une maladie afilaire qui part dans l'organisme et qui va se situer, entre autres, dans les yeux et qui rend aveugle. Et donc, il y avait, au moment où j'habitais là-bas encore, ce modèle du vieillard, ou du moins vieillard, tiré par un enfant au bout d'un bâton, qui était typique du logo de l'OCP, donc c'était l'organisation contre l'onchocercose, un très grand projet qui a été créé à la Banque mondiale par Robert McNamara, président de la Banque mondiale, entre 68 et 81. Et c'est un projet qui a réussi à contenir l'onchocercose, ce qui fait que l'onchocercose étant éradiquée, les populations pouvaient revenir dans ces zones. Donc moi, quand je les ai connus, c'était la période intermédiaire où la forêt avait complètement tout regagné, puisque ce n'était plus cultivé. Les forêts-galeries continuaient à exister, les photos que j'essaye de vous montrer là. Et par contre, les gens avaient encore peur non plus de l'onchocercose, puisqu'ils avaient appris qu'il n'y avait plus cette mouche, mais ils avaient peur des génies, il faut dire la vérité, c'est-à-dire en fait des maîtres des génies, c'est-à-dire des Bissa. Les Bissa étaient ceux qui tenaient les esprits autour de toute cette forêt. Et donc, ce qui fait que les gens du Nord, qui eux étaient sur les plateaux, qui étaient beaucoup moins intéressants d'un point de vue cultivable, avaient envie d'aller sur toutes ces forêts. Et quand Thomas Sankara a lancé la réforme agraire et foncière, la RAF, ça a été dit à la radio, dit et redit, et ça a été interprété comme la terre appartient à celui qui la cultive. Donc, au bout d'un certain moment, assez rapidement, en 86-87 à la Révolution, les gens qui étaient dans ces zones déshéritées sont descendus en masse dans ces zones qui appartenaient entre guillemets aux Bissa, d'une façon non formelle, puisqu'ils n'avaient pas de titre foncier évidemment, mais quasiment 90% de la population jusqu'à aujourd'hui n'a pas de titre foncier en zone rurale, peut-être même plus, et ont eu le courage, j'allais dire le culot, de s'installer dans les forêts où la première personne qui avait eu le courage, mais lui parce qu'il avait des liens avec le monde des génies et qui n'avait pas peur ni des lions, ni des éléphants, ni des tigres, je vous parlerai beaucoup de lui, c'est le grand chasseur qui m'a appris tout ce que j'ai appris sur le monde des esprits de la nature en pays Bissa, était le premier à s'y être installé. Et après la forêt a commencé à être cultivée, à être abattue, à être cultivée. Et puis encore après, dans les années 90, elle a été rasée pour faire le barrage de Bagré. Mais ça, j'en parle après. Donc à l'époque, eh bien, il y avait quasiment personne sur les bords, sauf beaucoup d'éleveurs qui venaient à la saison sèche pour faire engraisser leur bétail, puisque c'est la grande richesse des Bissa, une des grandes richesses. Donc là, vous avez les funérailles. Je vous ai parlé tout à l'heure du culte des ancêtres. Le culte des ancêtres, c'est ce qui appuie la famille et qui donne du pouvoir aux gens. C'est aussi, évidemment, d'un point de vue fonctionnaliste, j'allais dire, fonctionnel, ce qui fait que quelqu'un essaye de vivre dans la dignité, puisque vous avez cet interrogatoire du cadavre dont j'ai parlé, qui fait que vous êtes admis ou pas dans le culte des ancêtres. Et vous pouvez être admis dans le culte des ancêtres et avoir ces belles funérailles de 3 jours, même si vous êtes une femme, bien entendu. Donc voilà des grandes fêtes. Voilà une grande fête de chefferie, ça c'est un autre culte qui assoit le pouvoir des chefs. Vous voyez toutes les femmes du chef, là c'est le chef chez qui j'habitais, qui sont courbées sous les couvertures, ce genre de couverture que j'ai montré. Voilà, voilà, je reconnais Placide. Ben voilà, c'est les membres du clan Bansé qui sont là. Là c'est une tante du chef, lui c'est le page du chef. Donc là c'est le chapitre sur la richesse des Bissa.
la richesse économique et matérielle des Bissa. D'abord la culture pluviale, donc les céréales qui font pendant la saison des pluies. Là vous avez le battage et le vannage. Là vous avez la préparation des champs. Et là vous avez un autre pilier de l'économie des Bissa, donc c'est l'élevage, très important, qui est confié aux peuls, qui partent donc dans la forêt et qui occupent une grande partie de l'espace de la région Bissa. Là, c'est avec le vétérinaire. Là, vous avez un troisième pilier de l'économie des Bissa, c'est l'agriculture irriguée, très important. Avant le barrage de Bagré, vous aviez à peu près 300 hectares irrigués sur les bords du Nakambé, ne serait-ce qu'entre Niaogo, Béguédo ou Arégou. Je ne compte pas Boussouma qui n'avait pas été calculé. Donc cette agriculture irriguée de contre-saison permettait de produire 3 récoltes par an, ce qui avait surpris les agronomes, avec des techniques de jardinage. Et jusqu'à aujourd'hui, ces techniques irriguées continuent, d'une façon moins artisanale. Vous n'avez pas évidemment les courges qui servent d'arrosoir. Aujourd'hui, vous avez des vrais arrosoirs et vous avez un peu plus d'intrants. Là, vous avez ensemble à la fois la richesse des Bissa, donc l'élevage, la rivière, Nakambé et les périmètres irrigués, et aussi des sources de conflits. Parce qu'évidemment, si les bergers ne tiennent pas les animaux, ils s'en vont manger ce qu'il y a dans les champs. Et après, ça se termine chez le chef de village. J'ai vu ça tout le temps, pendant tout mon séjour, des histoires de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et s'ils ne sont pas capables de s'entendre à ce niveau-là, eh bien ça part chez le préfet, à la cour de justice. Là, voilà mon ami dont je vous ai déjà parlé, Eugénie. Voilà un docteur qui était à Ouagadougou, qui est venu faire plusieurs séjours en pays Bissa, qui a beaucoup aidé les gens là-bas. Encore mon ami Dono. Voilà la famille de Eugénie, avec qui je passais beaucoup de temps. Encore quelques amis. Voilà notre préfet révolutionnaire, Nazer, qui a beaucoup aidé dans la région Bissa. Ce n'était pas très facile. Voilà les chefs de Gombousougou. Là, c'est le clan des Marais, avec Diassa et sa guitare. J'aimais beaucoup aller à Gombousougou parce que dès que la pleine lune arrivait, pendant tout le début où elle commençait à être lumineuse jusqu'à la fin de la pleine lune, toutes les nuits, il y avait la fête au village. Alors on n'avait pas l'électricité, il ne faut pas croire qu'on était dans un bourg, on était au fond, c'était juste en bordure de la forêt. Mais c'était très gai, c'était une vie vraiment très gaie le soir là-bas, dès que la lune apparaissait. J'aimais beaucoup être là-bas. Voilà le chef, ou bien c'est le frère du chef en tout cas, et il est tout de suite allé chercher ses armes pour me montrer qu'il était un vrai chef. Et là, ça fait partie de la vie de tous les jours chez les femmes Bissa, et les cours des Bissa sont très belles, très bien terminées, très bien finies, parce que c'est un travail collectif que les femmes font tout ensemble, case après case, à partir du début de la saison sèche. Je le dis parce qu'il y a beaucoup d'autres endroits du Burkina où ce n'est pas le cas, et quand on arrive, on voit des villages qui ont l'air un peu plus misérables. Mais chez les Bissa, il y a un sens de la solidarité dans le travail qui a toujours été très important. Ah, voilà, notre ami, je vous ai parlé depuis tout à l'heure du grand chasseur qui m'a aidé à comprendre cette organisation sociale des Bissa à partir du monde de la forêt, qui était également un grand devin, et qui avait des clients qui venaient le consulter depuis Abidjan, depuis même le Gabon. Il était très connu, mais il préférait vivre au plus près des animaux sauvages. Pour vous dire à quel point c'était un grand chasseur, il était capable de tuer l'oryctérope, qui est un animal très timide. C'est un animal qui a des grandes griffes et qui est capable d'ouvrir des terriers à une vitesse la plus rapide de tous les animaux qui sont dans la forêt, mais qui ne sort que quand il n'y a absolument aucun risque, et que de ce fait, seuls les très grands chasseurs sont capables d'avoir les oryctéropes. Et lui, ça m'est arrivé plus d'une fois d'arriver et de voir tendu avec les filets, puisqu'il était évidemment aussi pêcheur et maraîcher, des tripes d'oryctéropes qui séchaient, parce qu'il aidait évidemment aussi en thérapie. C'est quelqu'un qui connaissait toute la pharmacopée traditionnelle. Donc nous voilà sur les bords toujours ce même lac sacré qui est tellement important pour les Bissa,
qui d'ailleurs a été englouti en partie par le barrage de Bagré, et ça c'est quelque chose dont je préfère vous parler tout de suite parce que c'est un lac qui est tellement important chez les Bissa que nous avons l'espoir de restaurer en partie ce lac sacré. Ça fait partie des projets qui seraient utiles de mener, et évidemment localement c'est une très forte demande. À partir de 2011-2012, on va voir si on va pouvoir faire quelque chose dans ce sens-là. C'est tellement important de respecter l'identité des Bissa, leur propre culture, que j'espère que nous arriverons à trouver les financements pour cet objectif. Donc là, j'aime beaucoup ces photos, je vous les montre. Voilà une jeune poulotte devant la mare de Lenga avec les hippopotames. Ces hippopotames sont très importants. Pour vous donner un exemple, actuellement, étant donné que toute cette forêt que je vous montre depuis tout à l'heure est noyée sous 25 000 hectares d'eau de lacs artificiels, les hippopotames ont été complètement perturbés. C'était vraiment l'endroit où ils vivaient. Et ils ne se sont plus multipliés. Donc moi, à l'époque où j'y allais, tous les petits étaient connus un par un. Tous les petits de cette mare. Aujourd'hui, il y en a moins. Il y en avait une quinzaine, plus les petits. Une quinzaine d'adultes. Par contre, les crocodiles, qui n'étaient pas très nombreux, sont maintenant considérés, ils ont été comptés, on dit qu'ils sont 900 aujourd'hui. Donc eux, ils ont vraiment profité du lac. Mais pas les hippopotames qui sont beaucoup plus importants dans la mythologie des Bissa. Là, je vous montre, je vous ai dit plus d'une fois que les Bissa étaient des cavaliers, étaient des guerriers. Donc, je vous montre des photos de ces cavaliers. Regardez le regard du cavalier. Là, il est prêt à partir avec son arc et ses flèches. Il faut dire que dans l'ordre au niveau du Burkina Faso, de la chefferie, de l'empereur des Moussi, dont je parlerai tout à l'heure, les Bissa étaient recherchés pour leur puissance d'archer. Et c'est pour ça qu'ils avaient des très bons chevaux, très vifs, très rapides, parce que quand vous avez les étriers, vous êtes bien assis sur votre cheval, vous pouvez tirer à l'arc. Et c'est ce qui leur donnait une très grande puissance, et ce qui fait qu'en fait, dans l'identité Bissa, le nom a été donné par les Moussi, qui veut dire Bissaanga, en Bissaana. Bissaanga, ça veut dire l'enfant étranger, en moré un peu arrangé. Comme tous les noms, ils ont toujours des sources, mais après elles sont revues et corrigées. Donc là, c'est Thomas Sankara, au moment du FESPACO, avait voulu populariser une technologie qui n'était pas du tout connue par les enfants, en particulier les enfants de la rue. Et il avait fait venir de la brousse de l'aéroport un avion qui était accidenté, et il l'avait mis en plein milieu de Ouagadougou, dans la grande artère qui va à la présidence, pour permettre aux enfants de monter dans cet avion. Et là, vous voyez, alors c'était vraiment un jeu extraordinaire pour eux, cet avion. Voilà mon ami Madi. Donc là, on est en 83 ou en 85, au moment du FESPACO. Je continue à monter à cheval avec lui quand je vais à Ouagadougou, donc c'est un ami de 30 ans lui aussi. Et là, c'est l'ancêtre des chevaux qu'il a actuellement. Donc il y a eu des générations, il y a eu Flamme, Fire, et puis un certain nombre de petits qui ont tous des noms qui ressemblent aux flammes. Et là, vous êtes à l'ergot. Donc j'ai construit l'école de l'ergot. Donc là, on est en Pays Bissa. C'est une école qui m'a posé énormément de problèmes. Parce que, enfin bon, c'est un détail, mais l'instituteur ne voulait pas du tout que je construise cette école, étant donné que, vous voyez, c'était une paillote, c'était un endroit très 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 reculé. Vous voyez le pont qu'avaient construit les habitants, parce qu'ils sont isolés pendant 5 mois de l'année, ils étaient isolés pendant 5 mois de l'année, et ça ne l'arrangeait pas du tout d'avoir une vraie école, parce qu'il aurait été obligé de donner des cours. Bref, ce sont des anecdotes, mais des anecdotes qui montrent que la vie n'était pas toujours facile. Quand on travaille dans le développement, tous ceux qui travaillent dans le développement à la base vous diront que ce n'est pas toujours facile et qu'on est toujours en train de heurter des intérêts. Là, c'est un tout petit intérêt à petite échelle. Maintenant que je travaille à plus grande échelle, je heurte forcément des intérêts à plus grande échelle. Donc là, c'était les micro-barrages que nous réalisions pour l'ONG dans la partie de Boulsa. Voilà, donc c'est des barrages en gabion, donc il fallait ramasser les pierres, ensuite les mettre dans des fils de fer et les organiser sur le lit des cours d'eau pour permettre à une retenue d'eau de s'avancer, et après autour de faire de l'irrigation, des briques pour les maisons, de permettre aux bœufs d'avoir de l'eau toute l'année, et donc une grande richesse pour les villages. Donc là, c'est un jour où j'avais fait apporter des portes et des fenêtres pour une des écoles que j'avais construites. Et là, nous arrivons à la fin de mon premier séjour au Pays Bissa et au Burkina Faso. On est en 87. Et là, vous voyez,
Pour la première fois, on voit un pylône en face du Boulougou. Voilà la montagne sacrée, voilà le pylône. Et comme tout est arrivé comme ça, à l'époque, le développement était planifié. Énormément de choses ont été faites par Thomas Sankara dans la concertation. Toute une partie du budget des années 84-85 et tout le plan quinquennal a été organisé par concertation et discussion dans toutes les régions. Par contre, là, il faut dire que ça a été un peu une surprise. Un jour, à la fin de ce séjour, j'avais terminé toute la préparation de mon doctorat. J'allais donc rentrer et j'avais mis toutes mes notes qui étaient bien organisées pour pouvoir terminer ma thèse une fois que je serais rentrée à Paris. Et j'ai fait un dernier séjour en me disant, bon, maintenant, je vais simplement aller dire au revoir à tout le monde et puis je rentre chez moi. Et puis j'étais donc tranquillement dans ces villages, dans les marchés, puisque j'ai dit c'est le marché de 3 jours. Et un bureau d'études français est venu pour faire la préparation de la construction du barrage de Bagré et a entendu dire qu'il y avait une ethnologue qui vivait là, qui connaissait très bien les questions foncières, puisqu'effectivement, ça faisait 4 années que j'étudiais les questions foncières. Ils ont cherché à me retrouver. J'habitais trop loin, ils ne m'ont pas trouvé. Par contre, ils avaient un sociologue burkinabé qui était chargé des enquêtes sociologiques, qui lui connaît très bien, on est tous pareils, et qui a réussi en 2 jours à me trouver. Et il m'a invité à l'accompagner. Donc là, vous voyez, on est dans le fond de Nakambé, là où va être fait le barrage. Et on ne savait pas que ça serait exactement là que ça serait fait. Et on pousse la voiture, et c'est la dernière fois que j'ai pu aller dans cette région avant la construction du barrage. Et après, je suis rentrée donc en France. Il se trouve que ça correspond aussi au moment où c'est la fin de la Révolution, puisque Thomas Sankara, le président qui est là, est assassiné. Il est assassiné le 15 octobre et ils étaient 4. Et les 2 autres ont été assassinés progressivement en 91, 92, je pense. Donc voilà la photo. C'est une photo que j'ai prise sur Internet, c'est pas une photo que j'ai prise moi-même. Mais alors je viens de vous parler du barrage en parlant de la décision de construire ce barrage. Alors je vais commencer par vous raconter une petite anecdote. Parce que moi j'étais retournée à Paris pour rédiger ma thèse de doctorat et je me suis fait embaucher par l'Agence française de développement pour travailler sur les questions foncières, sur ce barrage. La coopération à travers le monde commençait à se poser des questions sur l'aval des barrages et sur l'amont des barrages, puisque si vous voulez, à l'amont des barrages, vous déplacez des populations qui donc sont aussi en risque d'être paupérisées, puisqu'elles perdent des activités, et vous déplacez à l'aval, et à l'aval, les gens perdent le bénéfice de cette crue dont je vous parlais tout à l'heure, qui monte, qui enrichit les terres, et qui redescend, et qui permet donc aux gens de faire de la culture des crues, ce qui était le cas au Sénégal. Ce qui fait que l'agence française, qui était partie prenante dans ce grand barrage, dans la construction de ce grand barrage, m'avait embauché avec toute une équipe burkinabé, pour étudier les questions foncières. À l'époque, il n'y avait aucune obligation de répondre à nos conseils, étant donné qu'il n'y avait pas de loi sur les impacts environnementaux et sociaux, et que tout le dispositif de loi dont nous avons aujourd'hui l'usage, tous ces outils n'existaient pas. On était donc en 1991. Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivée? Alors, quand je suis arrivée, grand choc pour moi. Cette forêt dans laquelle j'avais vécu pendant quelques mois, et pendant des années aux alentours de cette forêt, en parlant de cette forêt, était en train d'être complètement détruite à coups de bulldozer. Et j'arrive là, sur le choc évidemment de voir ce chantier immense, parce que c'est un chantier d'une digue de 4,5 km. C'est pas à chaque fois qu'un barrage fait une longueur de 4,5 km. Dans la forêt, et le directeur technique du barrage me raconte ce qui se passe. Voilà une photo du chantier de barrage. Donc là, vous voyez, on abat toute la forêt et on transforme tout. Le directeur technique me raconte une histoire en me disant, voilà, on a eu énormément de problèmes parce que quand on a déboisé, on faisait les travaux en même temps, on avait déjà fait l'injection du béton. On s'est trouvé avec un gros baobab énorme qui restait seul au milieu de tout ce qui avait été déboisé. Donc on a embauché des bûcherons de plus en plus loin
Et à chaque fois qu'ils arrivaient, personne n'acceptait d'abattre cet arbre, donc on a commencé à se poser des problèmes. Et on a demandé au directeur des ressources humaines qui était du Yatenga, qui a dit, mais il faut aller voir l'empereur des Moussi à Tenkodogo. Alors je vais très brièvement vous raconter le mythe de Yenenga. Voilà Yenenga, puisque Yenenga a accompagné la totalité de mes recherches au Burkina Faso. C'est pour ça que j'ai des statues de Yenenga à la maison. C'est donc une princesse du nord du Ghana, qui a quitté son père, qui était un roi au Ghana, et qui s'est enfuie avec son cheval. Ce cheval s'appelait Ouedraogo. Et elle est arrivée chez les Bissa. Il y a plusieurs versions, mais je vous donne la version que je préfère. Elle est arrivée donc chez les Bissa, dans cette forêt dont je vous ai beaucoup parlé, et elle est tombée amoureuse d'un chasseur. Ce chasseur s'appelait Rialé. Et quand elle est repartie du pays Bissa, elle était enceinte, et elle est partie, elle a fondé le clan des empereurs Mossi, qui s'appellent donc tous Ouedraogo, du nom de ce cheval qui lui a permis d'arriver chez son amoureux Bissa. Donc, le directeur des ressources humaines envoie une délégation du chantier, de la direction du chantier, chez le Naba Tigré, qui est un descendant de cette princesse, puisque tous les rois du Burkina sont dans la légende descendants de cette princesse, et cette dynastie a été fondée au XVe siècle, comme la dynastie des Océi chez les Ashanti du Ghana. Donc ils vont voir Naba Tigré, dont j'ai trouvé cette photo sur Internet, parce que moi je le connais, mais je n'avais pas de photo de lui. Et il raconte cette histoire. Et il dit, mais vous avez un problème avec un arbre. Moi, j'ai un problème parce que je n'ai pas autorité sur les arbres, ni sur l'eau, ni sur tout ce qui appartient au monde sauvage. Toute la gestion des ressources naturelles relève des Bissa. Alors, je peux, si vous voulez, envoyer des émissaires pour aller voir les maîtres des esprits de la nature sur place, les chefs et les maîtres des